territoire, on peut dire qu'on est dans une période de transition juridique, transition constitutionnelle, transition politique, transition électorale. Je ne suis pas sûr. En réalité, le terme de transition, il renvoie au concept originaire ou originel de la justice transitionnelle. C'est que historiquement, dans les années 80, cette justice, elle s'est souvent déployée dans des situations qui étaient des situations de conflit ou de post-conflit, c'est-à-dire des situations de crise et de sortie de crise, qui ont donc nécessité la mise en place d'une transition. Changement de régime politique, changement de constitution, nouvelles élections. Et ces mécanismes accompagnaient en fait ces transitions. D'où le terme transitionnel. Et en réalité, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que cette justice transitionnelle, j'en redirai un mot tout à l'heure, elle dépasse clairement les hypothèses de transition. Alors ça montre certainement le succès du concept. Ça montre certainement le fait que ce concept a vraiment essaimé et s'est vraiment disséminé sur tous les continents, en dépassant les situations très strictes dans lesquelles il s'était déployé à l'origine, notamment sur le continent latino-américain dans les années 1980, et aujourd'hui pour englober des situations extrêmement larges qui vont permettre de convoquer les outils et les instruments de la justice transitionnelle, et j'en parlerai tout à l'heure. Alors, tout ça pour vous dire que justice, c'est ambigu, transitionnel, c'est ambigu, donc ça fait beaucoup d'ambiguïté, et ces ambiguïtés, pour moi, c'est pas une limite, c'est une force. Ça veut dire qu'il y a une telle plasticité de la notion, une telle flexibilité de la notion, que cette notion, vous pouvez complètement vous l'approprier, vous pouvez complètement l'adapter à l'histoire calédonienne, et vous pouvez, vous l'avez dit tout à l'heure, faire que la Calédonie soit aujourd'hui sous les yeux de l'observation internationale, c'est-à-dire que dans un sens d'humanisme et d'humanité, la vision kanak que vous allez développer servira de toute façon de référence, servira de toute façon d'exemple sur la manière de s'approprier les outils de la justice transitionnelle. Ces outils, et c'est ma deuxième observation, ces outils, vous les avez, Monsieur le Président, en tous les cas, ces principes, vous les avez synthétisés tout à l'heure. La justice transitionnelle, quels que soient les continents, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Europe, quels que soient les continents, la justice transitionnelle, elle se déploie sur la base de 4 principes directeurs. Alors, on parle de piliers, et j'ai beaucoup aimé l'expression, parce que les piliers de la justice transitionnelle font écho au poteau de la case, je trouve. Et vous voyez, il y a une sémantique qui est ici tout à fait naturelle et qui est tout à fait constructive, je trouve. 4 piliers pour la justice transitionnelle, 8 poteaux pour la case, et en réalité, il y a une discussion, il y a déjà un dialogue entre ces piliers et ces poteaux. Ces piliers de la justice transitionnelle, si vous voulez, pour le dire simplement, ce sont les principes directeurs de la justice transitionnelle. C'est-à-dire, ce sont les principes sur lesquels tous les mécanismes de justice transitionnelle vont se développer, vont se déployer. Et ces principes, ils ont été mis en évidence par un grand juriste qui a laissé son nom à l'Institut francophone Justice et Démocratie, Louis Joinet. Louis Joinet, c'était un grand juriste, magistrat français. Il a fondé le syndicat de la magistrature en France, qui a été qui est toujours aujourd'hui un des grands syndicats qui portent les causes judiciaires. Et Louis Joinet était très impliqué dans la lutte contre l'impunité, et il a rendu un rapport auprès de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies en 1997, un rapport fondé sur l'observation des situations qu'il avait vues. Et dans ce rapport sur la lutte contre l'impunité, il a dégagé finalement 4 grands principes d'action, 4 grandes obligations qui vont venir structurer le déploiement des processus de justice transitionnelle. Et très clairement, ces 4 grands principes, ils font écho à vos aspirations et à vos préoccupations. Monsieur le Président, vous avez dit effectivement au titre des 4 grands principes, le droit à la justice. La justice, premier grand principe de la justice transitionnelle. Alors le juriste que je suis dit c'est un droit à la justice, ça veut dire que les victimes doivent pouvoir revendiquer devant un tribunal une sanction pénale, une sanction judiciaire. Oui, alors là on est dans une conception classique de la justice,
Les victimes doivent pouvoir traduire devant un juge les auteurs des exactions, et alors là, il y a un enjeu stratégique qui est le choix de la juridiction compétente. Et là, on peut tout imaginer. En justice transitionnelle, tous les tribunaux peuvent être compétents. Qu'il s'agisse de la Cour pénale internationale, et les premiers grands procès finalement de justice transitionnelle, Tokyo, Nuremberg, sont des procès internationaux. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale, vous le savez, depuis 1998, c'est la seule juridiction pénale internationale permanente. Elle participe de la lutte contre l'impunité. Donc, de ce point de vue-là, elle réalise l'idée de la justice transitionnelle. Mais il y a aussi des tribunaux, vous le savez, des tribunaux internationaux plus spécifiques, qui sont créés pour des situations spécifiques. Je pense par exemple au tribunal pénal international pour le Rwanda, au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. C'est ces tribunaux que l'on appelle des tribunaux ad hoc, donc créés spécifiquement pour satisfaire la demande des victimes dans le cadre d'un contentieux de violation massive des droits fondamentaux très spécifiques, les différents génocides. Et puis il y a aussi des juridictions qu'on appelle les juridictions internationalisées. Les juridictions internationalisées, ce sont des juridictions hybrides. Ces juridictions hybrides, c'est des juridictions qui vont fonctionner et sur la base des procédures internationales et sur la base des procédures nationales. Exemple, la Cour pénale spéciale en Centrafrique. Exemple, le tribunal spécial au Liban, qui a été créé pour juger des auteurs de l'assassinat du Premier ministre. Exemple, en Asie, les chambres spéciales pour juger des Khmers rouges. On pourrait multiplier les exemples comme ça. Ça, ce sont des tribunaux mixtes, si vous voulez, qui à la fois renvoient au droit international et à la fois renvoient aux procédures nationales. Et ces tribunaux, ils participent à la justice transitionnelle. Et puis, il y a évidemment les juridictions nationales. Quand dans un État, le système judiciaire est en capacité de juger, on peut s'adresser pour obtenir réparation et sanctions aux tribunaux nationaux. Donc, vous voyez, il y a un éventail large d'institutions judiciaires qui participent à la réalisation de cette idée de justice, dans une logique de complémentarité. C'est ça qui fait la force, en fait, de la justice transitionnelle. Cette idée de justice, elle va avec un deuxième principe, vous l'avez dit, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de la Commission, c'est l'idée de vérité. Deuxième principe, le droit à la vérité. Et ce principe, il est fondamental, il est cardinal, il doit impérativement s'articuler avec le droit à la justice, justice d'un côté, vérité de l'autre. Et dans les mécanismes de justice transitionnelle, ce droit à la vérité, il s'incarne dans une institution qui est d'ailleurs profilée, hein, si on lit le discours du président de la République, il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais il fait référence à un comité. C'est ce qu'en justice transitionnelle on appelle les commissions vérité, vérité et réconciliation, équité et réconciliation, vérité et pardon, pardon et réconciliation. Vous pouvez trouver à travers les exemples de justice transitionnelle à travers le monde toutes les formulations, mais c'est vrai que fondamentalement on assimile la justice transitionnelle à ces commissions vérité. Ces commissions vérité, elles ont un rôle absolument fondamental parce que elles sont là pour faire la lumière sur des exactions. Vous avez parlé du fait de la décolonisation, un mot difficile à entendre, en raison de sa consonance, en raison de ce qu'il implique derrière, en raison de l'histoire qu'il génère derrière. Eh bien, ces commissions vérité, elles sont là pour faire la lumière, pour la lumière sur les exactions, sur les violences, sur les violations des droits de l'homme. Et elles ne fonctionnent pas du tout comme des tribunaux, ces commissions vérité. C'est ce qui en fait leur force. Elles fonctionnent sur la base du recueil de témoignages, témoignages des victimes, témoignages des auteurs des violations. Elles ne sont pas là pour prononcer des sanctions. D'ailleurs, elles n'en ont pas la compétence, les commissions vérité. Parfois, elles peuvent saisir la justice, c'est pas systématique. Mais elles sont là pour recenser les faits, pour documenter les situations, pour éclairer les situations, pour faire en sorte que la vérité, en tous les cas la vérité historique, qui va découler de l'addition des témoignages individuels, puisse se confronter à la vérité judiciaire. Et que cette vérité historique, et là aussi vous y avez fait référence, Monsieur le Président, elle puisse être
de génération en génération, parce qu'il y a une logique intergénérationnelle, il y a une logique de transmission. Pour que les générations futures puissent se projeter, encore faut-il que la lumière ait pu être faite sur les événements du passé. Ces commissions vérité, elles sont là pour éviter que les situations fassent l'objet d'amnésie. Une société politique ne doit pas avoir l'amnésie sur son passé. Une société politique doit avoir un regard sur son passé pour pouvoir se construire. C'est tout le sens de la justice transitionnelle que de contribuer à la construction du lien social, que de contribuer à la redéfinition du lien. On a évoqué à plusieurs reprises avec des collègues anthropologues cette idée que la justice transitionnelle, à travers le droit à la vérité, doit permettre de faire société, ou de refaire société en réalité, pour permettre aux générations futures de se projeter. Et ça, c'est le rôle des commissions vérité, que de permettre cette projection. Alors évidemment, c'est compliqué d'articuler le droit à la vérité et le droit à la justice. Parfois, il peut y avoir des confrontations entre les deux. Mais les deux, dans une logique de justice transitionnelle, dans une logique de pilier, dans une logique de poteau, doivent être complémentaires pour avoir une vision globale sur l'histoire d'une société. Vous connaissez des commissions vérité. Vous en connaissez certainement une, hein, la référence, la grande référence de la commission vérité, ça a été en Afrique du Sud, la commission vérité au sortir de l'apartheid. On est dans les années 94, présidée par Desmond Tutu. Grande commission vérité, alors dont aujourd'hui qui a inspiré beaucoup d'autres commissions vérité et réconciliation. Cette commission vérité, elle a documenté les exactions, et cette documentation, elle est aujourd'hui disponible, traduite dans toutes les langues de l'État sud-africain, pour permettre une meilleure appropriation, une meilleure connaissance de l'histoire, et pour ensuite pouvoir se projeter. Sur le continent africain, il y a eu des commissions vérité au Sierra Leone, il y a eu des commissions vérité au Togo, il y a eu des commissions vérité ensuite, ou précédemment plus exactement en Amérique latine. À peu près tous les États du continent latino-américain ont connu des commissions vérité au Chili, en Argentine, en Colombie, au Pérou, en Uruguay. Donc vous voyez, c'est vraiment une institution vraiment classique de la justice transitionnelle et qui permet vraiment d'amorcer et de contribuer au troisième pilier de la justice, qui est la réparation. Et là encore, c'est un terme que vous avez utilisé et l'un et l'autre dans vos discours. La réparation. Alors la réparation, elle prend un sens tout à fait particulier en justice transitionnelle, parce que c'est pas la réparation au sens strictement judiciaire du terme, c'est-à-dire dommages et intérêts. Bien sûr, il y a cette dimension-là. Mais en réalité, ce qu'on observe en justice transitionnelle, c'est que la réparation, elle est multiforme. Elle se traduit par des indemnisations matérielles, mais elle se traduit aussi par des restitutions de biens, des restitutions de terres. Elle se traduit par des mesures de réhabilitation, des mesures symboliques, des excuses publiques, des mesures de réintégration, des mesures de réadaptation. Elle se traduit par un aménagement des programmes scolaires, par la connaissance de l'histoire dans les programmes d'éducation. C'est ça, la réparation dans le sens le plus global, le plus holistique du terme. Et là encore, je pense que cette vision de la réparation, c'est une vision qui peut tout à fait rentrer en dialogue avec peut-être la stratégie Kanak, en tous les cas de la justice transitionnelle, parce que c'est une vision globale qui est susceptible de concerner tous les pans de la société. Autrement dit, la réparation, elle est dans une logique de réhabilitation et de restauration. Tout ça fait écho au quatrième pilier et au dernier pilier de la justice transitionnelle que vous avez aussi évoqué, c'est la non-répétition. À quoi ça sert tout ça, en fait ? L'objectif, c'est que si on met en place un processus de justice transitionnelle dans une société fracturée, dans une société divisée, c'est d'éviter de répéter les erreurs du passé. Sur le continent latino-américain, je disais lors de l'échange au Congrès, il y a un terme qui est revenu, notamment porté par les femmes dont les enfants et dont les familles avaient disparu, c'est le terme nunca más. Nunca más en espagnol, c'est plus jamais ça. Et ça résume parfaitement, je crois, la philosophie de la justice transitionnelle. C'est-à-dire la non-répétition, c'est essayer de réfléchir pour que plus jamais les drames de l'histoire ne se reproduisent, ce qui conduit à des réformes des institutions, des réformes de la Constitution, c'est ce qui concerne ici le pays,
des réformes économiques, des réformes sociales, sociétales. On a pu faire le lien entre la violence qui structure la société et le passé qui a pu conduire à cette violence. Ce sont des réformes foncières, ce sont des réformes aussi des forces économiques locales. Donc, vous voyez, tout ça doit participer de la reconstruction de la société, et tout ça doit faire l'objet, d'ailleurs, bien souvent, de préconisations, de rapports. C'est le rôle des commissions vérité que de faire ces rapports-là. Et c'est le rôle de n'importe quelle institution qui pourrait participer d'un processus de justice transitionnelle. Et, Monsieur le Président, la démarche que vous avez entreprise, que je trouve être assez similaire à ce que j'ai pu voir en Afrique parfois quand on a parlé d'assises nationales ou de dialogue national, c'est ce que vous avez entrepris ici, cette démarche-là, préalable à la mise en place d'un processus de justice transitionnelle, elle est déjà de la justice transitionnelle, parce que vous allez préconiser, parce que vous allez formuler, parce que vous allez faire des propositions sur la base desquelles, peut-être, et on l'espère, se construira un processus à venir. Il découle de tout ça, c'est la troisième et avant-dernière observation, que les processus de justice transitionnelle, je le dis rapidement parce que ça fera écho à ce que mon collègue va dire tout à l'heure, les processus de justice transitionnelle, ils se sont classiquement déployés dans des situations très précises, et aujourd'hui, ils se déploient dans des situations un peu inédites. Je m'explique. Les situations classiques dans lesquelles on voyait se déployer tous ces instruments-là de la justice transitionnelle, c'était, comme je le disais, généralement des situations de crise, qu'on appelle le conflit, des situations de post-conflit, c'est-à-dire de sortie de crise, et donc des situations de transition. Alors évidemment, selon le moment auquel vous faites intervenir ces mécanismes, ils n'ont pas tout à fait le même sens, parce que quand on fait intervenir la justice transitionnelle en pleine crise ou en plein conflit, le rôle de ces institutions, c'est d'essayer de faire retomber la pression, l'intensité de la crise, un peu en urgence, si vous voulez. On a eu des exemples de déploiement en situation de crise de la justice transitionnelle en Côte d'Ivoire, par exemple, avec la commission Vérité et Réconciliation qui avait été créée en 2011. On pourrait considérer que le Rwanda aussi a pour partie fait intervenir ces mécanismes de justice transitionnelle en situation de crise. La Tunisie également, le Togo en 2009 avec une commission Vérité et Réconciliation suite à des violences électorales, des violences politiques extrêmement fortes. Bref, intervention des mécanismes en situation de crise. Mais aussi, hypothèse classique, intervention des mécanismes en situation de post-conflit, c'est-à-dire en situation de sortie de crise. C'était assez fréquent. Là, le rôle des mécanismes de la justice transitionnelle, c'est venir essayer de contribuer à l'apaisement, essayer de mettre en place les instruments déjà de la réconciliation et du dialogue national. C'est la Colombie qui a créé une justice pour la paix avec l'accord de la Havane de 2016, vous savez, dans le conflit entre l'État colombien et les forces armées, le narcotrafic. C'est Madagascar avec le Conseil de réconciliation malgache en 2012, ou encore le Burkina Faso avec le Conseil des sages, suite à des violences politiques, là aussi, créées en 1999. Ça, c'est des hypothèses classiques. Puis il y a des hypothèses plus atypiques de déploiement de la justice transitionnelle. La première, c'est l'hypothèse mémorielle. Aujourd'hui, pour restaurer la mémoire et pour ne pas oublier, précisément, comme je le disais tout à l'heure, on va concevoir que la justice transitionnelle puisse se déployer pour faire œuvre de mémoire. Et il y a ici des exemples. On a un exemple en Europe, avec la Roumanie qui a mis en place une commission qui a fait la lumière sur l'extermination des Juifs de l'Holocauste. On est en 2003, donc quasiment 50 ans après les événements. Vous voyez, l'idée, c'est de faire la mémoire et de documenter. Ça a été également la création au Canada de la commission sur les pensionnats indiens, dont les travaux, je crois, ont débuté aux alentours de 2009-2010. Vous trouverez ça en ligne, par exemple, et là aussi, il y a une œuvre de mémoire extrêmement forte. On pourrait dire que l'hypothèse calédonienne, elle est aussi une hypothèse mémorielle. Parce que c'est aussi faire la lumière sur l'histoire de la colonisation et ses conséquences. Et ça amène à une deuxième situation dans laquelle la justice transitionnelle se déploie, c'est la situation de la décolonisation.
Et là, il y a un exemple très typique avec le contexte néo-calédonien, c'est Jean-Pierre Massias qui vous en dira quelques éléments très spécifiques. Tout ceci m'amène, et je conclurai par là, à, en tous les cas, attirer l'attention avec quelques points de vigilance dans la mise en œuvre des processus de justice transitionnelle. Pour qu'un processus de justice transitionnelle fonctionne, il faut que ce processus de justice transitionnelle il réponde à un objectif qui est l'objectif général de sincérité. Je le dis souvent, je le dis régulièrement, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que si le processus est insincère de la part des acteurs, de la part des parties prenantes, de la part de l'État, alors il ne faut pas commencer. Parce que en Afrique, on dit souvent les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Et vous voyez, c'est un risque. C'est un risque qui est fondamental. Si la déception est à la hauteur de l'enjeu, alors c'est une décrédibilisation générale du processus. Le principe de sincérité, il est fondamental. Et il se traduit par quelques lignes rouges. Première ligne rouge, attention à la politisation du processus. Un processus de justice transitionnelle, il est toujours politique, parce qu'il implique mécaniquement l'État. Il est politique au sens grec du terme, polis, la cité. Et c'est bien normal, puisque c'est un processus d'auto-transformation de la société politique. Donc, que le processus soit politique, moi, ça ne me dérange pas, et c'est même sa légitimité. Qu'il soit politisé, là, attention. Parce que la politisation, c'est l'instrumentalisation. La politisation, c'est la déviance du processus. Donc, attention au risque de politisation, de partisanisation de la justice transitionnelle. Deuxième point de vigilance, un processus de justice transitionnelle, quel qu'il soit, doit être un processus réaliste, doit être un processus pragmatique. Encore une fois, il ne faut pas avoir une ambition démesurée, une commission vérité qui aurait pour ambition d'investiguer 80 ans d'histoire en 2 ans, avec peu de moyens, avec pas de moyens financiers, c'est voué à l'échec. Voyez ? Donc, il faut corréler l'ambition du processus aux moyens qui lui sont donnés. Et quand je dis moyens, ce sont les moyens financiers, les moyens matériels, les moyens de fonctionner, ce sont aussi les locaux, c'est le personnel, c'est l'accès aux archives, c'est tout ça qui doit permettre à un processus de fonctionner correctement. Ce qui renvoie à un troisième point, qui est celui de l'appropriation. Un processus de justice transitionnelle, quel qu'il soit, quelles que soient les sociétés dans lesquelles il est déployé, c'est un processus qui doit être approprié. C'est-à-dire qui doit concerner les populations. Et pour ça, je pense qu'on est dans le lieu essentiel et le plus légitime qui soit pour parler d'appropriation, parce que les autorités coutumières ont un rôle indispensable pour porter la parole auprès des communautés, auprès des populations, sur ce qu'est la justice transitionnelle. La société civile doit être impliquée, les sociétés civiles doivent être impliquées, sinon le processus est déconnecté et encore une fois, il n'est pas intériorisé. Le dernier point de vigilance, c'est un point qui concerne les effets du processus de justice transitionnelle, les conséquences du processus de justice transitionnelle. Processus de justice transitionnelle, c'est un processus qui doit avoir des conséquences, qui doit être suivi. Si par exemple vous envisagiez de créer, de porter un comité de réconciliation, encore faut-il qu'à l'issue du mandat, il puisse y avoir un suivi des recommandations et des préconisations qui ont été formulées. Et là, il y a une série de techniques qui peuvent être mises en œuvre, ce n'est pas l'objet ici d'en discuter, mais vous voyez, c'est encore une fois la crédibilité du processus qui en dépend. Parce que si on fait des préconisations et qu'elles ne sont pas mises en œuvre, eh bien encore une fois, le processus est instrumentalisé, décrédibilisé, délégitime. En conséquence de quoi, eh bien, je voudrais là aussi reprendre une formule qui fait écho à ce que Monsieur le Président du Sénat et Monsieur le Président de la Commission vous avez dit, une formule qui était la devise de la Commission Vérité et Réconciliation du Togo, et qui est pour moi l'une des plus belles formules qui résume ce qu'est la justice transitionnelle. Monseigneur Bariga, archevêque du Togo, qui présidait la commission Vérité, disait de la justice transitionnelle et faisait de la commission Vérité du Togo une institution
dont il disait qu'elle devait, et qu'en justice transitionnelle, chacun devait faire sa part. Et vous l'avez parfaitement dit tout à l'heure, je crois que c'est la responsabilité collective face aux générations futures que de prendre sa part, que de faire sa part. Les institutions coutumières, les institutions de la République, les institutions du pays, la société civile, les chefferies, chacun doit faire sa part. Et c'est l'addition des parts qui fait que la justice transitionnelle sera véritablement le pont dressé entre le passé et l'avenir. Et c'est l'objectif que vous vous donnez en construisant, je crois, cette stratégie Canac de la justice transitionnelle. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention et on aura l'occasion de rediscuter de tout ça, je l'espère. Merci Fabrice Orqueby pour cette présentation de la justice transitionnelle avec quelques exemples et aussi des pistes qui ont été lancées pour nos ateliers. Maintenant, on va passer à Jean-Pierre Macias qui va continuer la conférence et ensuite on va faire une petite discussion et des échanges et après on poursuivra avec Richard Wamigna. Merci. Merci beaucoup Emmanuel et merci de nous avoir invités. Alors je voudrais dire combien je suis, en tant que président de l'Institut Joannet, très honoré d'être parmi vous, très heureux de revenir vous voir. Et pour nous, c'était important de travailler avec vous sur cette idée de justice transitionnelle et cette idée d'exploration, c'est bien de ça qu'il s'agit, d'une voie canal de la justice transitionnelle. Alors je voudrais simplement dire que le problème de la justice transitionnelle, il se pose pour les Kanaks, il ne se pose pas que pour les Kanaks dans la République française. Il y a actuellement un autre peuple qui est concernés par la justice transitionnelle, c'est les peuples amérindiens de Guyane qui ont soutenu l'idée de la création d'une commission vérité pour faire face à leur passé. C'est une commission une revendication que l'Institut Joannet porte et soutient avec eux. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui ici, à Nouméa, est très important pour ce qui pourrait se passer à Cayenne. Vous êtes à la fois un encouragement et on a besoin de votre soutien à ce processus, mais aussi vous êtes aussi un modèle, parce que le séminaire que vous organisez ici, nous avons l'intention d'en organiser un à peu près tout pareil à Cayenne sur la voie amérindienne de la justice transitionnelle. Et ce que nous ferons ici est évidemment très important. C'est très important pour la justice transitionnelle, et puis c'est évidemment très important aussi dans le contexte français par rapport au discours du président Macron que nous avons désormais été plus à évoquer. C'est un discours important. Alors Fabrice disait c'est une porte on ne sait pas si elle est ouverte ou fermée, ou à moitié ouverte ou à moitié fermée. Moi je crois que de toute manière une porte, à partir du moment où elle commence à s'entrouvrir, on peut rentrer dedans, et puis parfois on peut s'y introduire, et puis même parfois on peut la forcer si elle n'est pas ouverte, mais je crois que c'est en tout cas une possibilité importante qui est offerte au peuple de Nouvelle-Calédonie. Alors, parler de la décolonisation et de la justice transitionnelle, c'est pas facile, parce que vous l'avez dit, chef, c'est un mot qui fait mal, la décolonisation. C'est un mot qui fait mal à ceux qui l'ont subi, la colonisation, puis c'est un mot qui fait mal aussi à ceux qui l'ont fait supporter aux autres, parce qu'il réveille une mauvaise conscience, parce qu'il réveille une histoire non seulement douloureuse, mais pas très glorieuse, et qui renvoie à ces questions de repentance, même si elle est parfois exclue, elle est toujours omniprésente. Donc c'est important, c'est compliqué, ça soulève des grandes difficultés, mais je crois que c'est absolument fondamental. Qu'aujourd'hui, l'avenir des démocraties et l'avenir de la justice transitionnelle, ça passe par la décolonisation. Parce que c'est peut-être le dernier grand crime que la justice transitionnelle n'avait jamais traité. Et aujourd'hui, les exemples qu'on va évoquer ensemble, très rapidement, montrent bien que la décolonisation peut être une voie très importante d'usage de la justice transitionnelle. Alors si on essaye de réfléchir à ce que la décolonisation et la justice transitionnelle peuvent faire ensemble, et donc à la question de savoir si la justice transitionnelle peut être un bon moyen de décolonisation, eh bien il va falloir peut-être évoquer trois interrogations, trois difficultés qui ne sont pas des difficultés à mon avis insurmontables, mais qui sont des difficultés qu'il faut envisager. La première, très rapidement, c'est une difficulté formelle, une difficulté technique. Évidemment, au début de la justice transitionnelle, Fabrice l'a dit,
il n'avait pas été prévu de parler de décolonisation. Il avait été prévu de parler d'autres types de crimes. Il faut donc imaginer une justice transitionnelle qui s'adaptera à la question de la décolonisation. Cette adaptation, elle va passer par 3 éléments. D'abord, la question du temps. Parce que parler de la colonisation, c'est parler de crimes parfois très anciens. Et donc il faut une justice transitionnelle qui remonte le temps encore plus que d'habitude. On dit toujours que la justice transitionnelle, c'est un mécanisme, une machine à remonter le temps judiciaire, mais là ça va être aussi une machine à remonter le temps historique. Alors ça existe, il y a des exemples dans le monde, simplement il faut adapter un peu la justice transitionnelle et introduire des historiens, beaucoup plus, au moins autant que des juristes par exemple, ou d'autres sciences. Il va falloir l'adapter à l'objet, et ça Fabrice l'a dit. Au début on parlait de génocide classique, de massacre identifié. On parlait de guerre, alors il y a des rapports très forts entre le génocide, la guerre et la colonisation, mais là, aujourd'hui, on sait que la justice transitionnelle, c'est un instrument qui s'adapte à tous les problèmes, qui s'adapte à toutes les solutions, et on voit bien qu'aujourd'hui, les États les plus concernés dans le monde par la justice transitionnelle, en partir des années 2015-2020, ce sont les démocraties et les démocraties non colonisées. Les grands processus aujourd'hui de justice transitionnelle, ils concernent les anciennes puissances coloniales, le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., etc., etc. Donc c'est pas très compliqué. Il concerne aussi d'ailleurs des problèmes sociaux, comme les violences sexuelles. Pensons à la commission mise en place par l'Église catholique pour traiter de ces violences-là. Et puis, il va falloir réfléchir aux moyens. Quel est l'instrument spécifique de la justice transitionnelle qui est le mieux adapté à la décolonisation? Alors là encore, évidemment, on fait du droit, donc c'est pas nécessairement une science exacte, hein, mais pour l'instant, dans tous les instruments qu'a évoqué Fabrice Hourquebille, l'instrument privilégié de la justice transitionnelle, c'est la commission vérité et ou réconciliation. C'est la commission vérité et réconciliation. Pourquoi? D'abord parce que les autres instruments ne sont pas nécessairement adaptés. Soit parce que le temps a passé, les gens sont morts. Alors on peut mettre en place un procès, mais si l'accusé est mort et si la victime est morte, le procès n'aura pas grand intérêt. On peut imaginer qu'on va mettre en place des tribunaux d'opinion, on peut mettre en place des politiques mémorielles, mais quand même, le plus important, c'est la commission vérité, avec parfois des lois mémorielles, des lois qui viennent sanctionner l'histoire par une qualification juridique, mais le plus important, c'est la commission vérité. Alors, c'est pas moi qui le dis, même si je le crois fortement, c'est d'abord la réalité qui le dit. Si vous regardez aujourd'hui les grandes commissions vérité qui fonctionnent dans le monde, ce sont pour la plupart des commissions de décolonisation. C'est la commission canadienne, c'est la commission américaine pour le Maine, qui traitait du problème du rapt au fond organisé des enfants amérindiens pour des familles blanches. C'est la commission de l'État du Victoria, la fameuse commission Uruk en Australie. C'est des commissions mises en place dans l'Europe du Nord avec les Samis. C'est une commission qui a été mise en place qui est aussi très intéressante, paradoxalement pour la Nouvelle-Calédonie, je dis paradoxalement pour les questions du climat, celle du Groenland. Les gens du Groenland, ils ont des problèmes et des solutions qui sont parfois très intéressantes à adopter, y compris peut-être ici. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc je dirais que d'un point de vue technique, la justice transitionnelle peut être tout à fait adaptée à des mécanismes de décolonisation. Encore faut-il simplement qu'on y fasse un peu attention, mais il n'y a rien d'insurmontable. Deuxième série d'interrogations, peut-être plus compliquées, je dirais que ce sont des interrogations, alors les juristes diraient des interrogations matérielles, je dirais des interrogations qui tiennent au concept même de décolonisation. Qu'est-ce que la justice transitionnelle peut faire en matière de décolonisation et de quelle décolonisation peut-on parler? Comment juger la colonisation au travers de la justice transitionnelle? Alors ça suppose peut-être de répondre à 3 questions. Première question, de quel colonialisme parle-t-on? Parce que si la colonisation est un mécanisme, malheureusement, sinon universel, en tout cas très largement répandu dans la plupart des États européens et succédanés aux États-Unis et au Canada, toutes les colonisations n'ont pas été les mêmes et toutes les décolonisations ne sont pas les mêmes. On peut évoquer parfois deux types de grands... Enfin, on est très souvent, on va évoquer deux types de colonisation. La colonisation externe, qui consiste à aller prendre un territoire loin de ses frontières, et puis la colonisation interne. Ce qu'ont fait par exemple les peuples, les Blancs aux États-Unis ou au Canada, qui s'agit de prendre un territoire, alors qu'il y a sur ce territoire déjà des gens qui vivent, et on parle de décolonisation interne.
Est-ce qu'on va parler de décolonisation, comment dirais-je, spécifique? Est-ce qu'on va s'intéresser à punir quelques crimes de la colonisation, l'esclavage par exemple, d'autres mécanismes, ou est-ce qu'on va tenter de juger l'ensemble de la colonisation? Alors, je ne suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire. Je suis simplement en train de vous dire que dans l'histoire récente du jugement de la colonisation par la justice transitionnelle, toutes les solutions ont été envisagées. On a des commissions qui travaillent sur un aspect spécifique de la colonisation. Par exemple, les commissions américaines, canadiennes ou du nord de l'Europe travaillent sur la question de l'éducation et de le fait que les enfants autochtones aient été enlevés à leur famille pour tenter de les transformer au fond en petits blancs. C'était le fameux tuer l'Indien pour sauver l'homme. Ça, c'est un aspect pointu de la colonisation. Ça ne retraite pas toute la colonisation. Et puis, il y a d'autres exemples de justice transitionnelle dans lesquels on va s'intéresser à l'ensemble du processus. Je pense notamment à la commission belge qui a été mise en place, commission parlementaire, mais qui a été renforcée par des académiques, qui a pour objet de traiter tous les crimes commis par la Belgique dans ces 3 théâtres de colonisation, le Burundi, le Rwanda et à l'époque le Zaïre, ce qui est devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo. Donc là encore, on peut faire un peu l'un ou l'autre. Je dirais que si on tente peut-être de voir quelle est la meilleure solution, il me semble, moi, que la solution de commencer par une pratique particulière, elle n'est pas inintéressante, parce qu'elle permet de contrôler le processus, mais généralement on s'aperçoit quand on fait par exemple une commission vérité sur les enfants amérindiens, ça débouche très vite sur une commission vérité sur le traitement global des Amérindiens par la société coloniale. C'est-à-dire qu'on peut avoir une entrée étroite dans le processus et puis des voies de sortie beaucoup plus larges. Mais en tout cas, c'est une question à poser, de savoir quel type de colonialisme on va utiliser, quel type de colonialisme on va évoquer et quel type de colonialisme, au fond, quelle est la manière dont on va pouvoir traiter ce colonialisme. La deuxième question sur la décolonisation par la justice transitionnelle, c'est au fond de se dire, mais qu'est-ce que c'est que la colonisation? Ou plutôt, qu'est-ce que c'est que la violence coloniale? Parce que la justice transitionnelle, ça doit faire face à la violence de l'État colonial. Bien. Mais c'est quoi la violence de l'État colonial? C'est une violence très complexe, parce que, d'abord, elle peut être matérielle. Ça peut être des pratiques de répression, d'assassinat, de violence physique, si j'ose dire, mais elle peut être aussi culturelle. L'interdiction de la langue, l'interdiction de la religion, l'interdiction de toutes les références à la culture. Elle peut être également structurelle. Les personnes colonisées peuvent ne pas avoir les mêmes droits que les personnes colonisatrices. C'est le droit de vote, c'est la citoyenneté. Je n'ai pas besoin évidemment de dire ici combien ça peut être important. Donc il y a une violence complexe. C'est une violence au fond diffuse aussi, parce que cette violence, il n'y a pas un auteur. Un auteur, ça voudrait dire qu'il y ait un responsable. Alors bien sûr, l'État colonisateur est responsable. Mais la violence coloniale, elle suppose la question de la responsabilité de la société coloniale. De tous ces organes intermédiaires, ces rouages intermédiaires, qui participent plus ou moins directement, plus ou moins fortement, plus ou moins consciemment parfois, à l'activité coloniale. Et ça, c'est pas facile. Parce que la colonisation, ça crée des victimes, mais ça crée aussi des coupables, parfois inconscients, de la violence qu'ils ont développée et de la signification de la violence qu'ils ont développée. Ça crée aussi une question de savoir si la violence coloniale, quand est-ce que ça s'arrête? Est-ce que la violence coloniale s'arrête avec un processus officiel de décolonisation? Est-ce que la ségrégation vis-à-vis des populations colonisées s'arrête magiquement à partir du moment où ces populations accèdent à la citoyenneté ou au droit de vote? Est-ce qu'il n'y a pas une violence coloniale qui subsiste, qui se poursuit après la décolonisation? Elle peut toucher aux conditions sociales, elle peut toucher à une certaine forme de racisme, elle peut toucher aussi à la transmission d'un traumatisme. Le colonialisme traumatise les personnes qui sont victimes du colonialisme, et ce traumatisme-là, il ne s'arrête pas, souvent il ne s'arrête pas avec les personnes qui ont été colonisées, mais il se perpétue dans les sociétés. Et les Canadiens ont beaucoup travaillé sur ce traumatisme historique qui est né du colonialisme. Et puis la violence coloniale, elle peut être à la fois politique, elle peut être juridique, elle peut être, je dirais, économique, elle peut même être en quelque sorte dans la transmission de formes de violence
dans les sociétés colonisées ou dans les communautés colonisées, et on évoque souvent la question des suicides, la question de l'autodestruction de certaines communautés colonisées. Passe notamment, on a beaucoup de travaux ont été faits sur ces pratiques dans la communauté maoré. Donc, question de savoir quel est le colonialisme, de quel colonialisme on parle, de quelle violence on parle. Et puis, parler de la justice transitionnelle, ça suppose de parler aussi de la justice. Quelle justice on va appliquer aux colonisateurs et à la colonisation? Est-ce qu'on va leur appliquer leur justice ou la justice des peuples qui ont été colonisés? Est-ce qu'on doit pouvoir soigner les gens avec les remèdes proposés par ceux qui les ont rendus malades? C'est un grand débat. Parce que si on crée un tribunal, les tribunaux, classiquement, ils fonctionnent sur des règles qui ont été établies sur un modèle culturel, qui est le modèle occidental. Le concept de vérité, le concept de justice, le concept de réparation, ça ne veut pas dire la même chose pour des Occidentaux et pour des Autochtones. Et on ne va quand même pas venir dire aux Autochtones qui ont été des victimes de la colonisation, on va vous aider avec notre concept. Et en même temps, alors évidemment, on pourrait très bien, on va utiliser le droit autochtone, et vous parliez tout à l'heure de la justice autochtone, comme élément de décolonisation, évidemment. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les commissions vérité, elles intègrent de plus en plus des pratiques autochtones dans les rites de justice. Que ce soit la langue, évidemment, que ce soit l'écoute, l'organisation du témoignage. Les Canadiens, par exemple, ont mis en place des tentes de sudation qui permettaient d'auditionner un certain nombre de victimes. Les tentes de sudation, c'est des pratiques qu'on trouve souvent dans les sociétés amérindiennes au Canada. On voit par exemple que les Colombiens ou les Samis, les populations désignées sous le terme péjoratif de Lapon, elles utilisent aussi aujourd'hui des voies spécifiques, des modes spécifiques de justice transitionnelle. On a même dit, et certains, je crois que c'est en Amérique latine, certains tribunaux, enfin certaines formes de justice transitionnelle acceptent par exemple le rêve comme un mode de preuve. Parce que les communautés autochtones dont il s'agit, on donne au rêve, à l'imagination, un statut particulier. Donc il faut pouvoir faire place dans la justice de décolonisation aux justices des États qui ont été colonisés. Avec une limite. C'est que si on veut que ce processus fonctionne, non seulement les victimes doivent s'y retrouver, mais les accusés, entre guillemets, doivent aussi pouvoir s'y retrouver. C'est-à-dire qu'il faut inventer des formules mixtes. Parce que vous pouvez très bien décider qu'on statuera sur le sort de... Enfin, on statuera sur la pratique de la colonisation exclusivement avec une voie kanak. Il n'est pas sûr que les auteurs de la colonisation se reconnaissent dans cette voie. Or, il ne faut pas les laisser de côté. Il faut les emmener dans cette phase de décolonisation. Donc, ça pose des problèmes, ça pose des questions. Quel type de colonialisation, de colonialisme, quel type de violence coloniale et quel type de justice. Donc on voit bien que la principale difficulté dans le cadre de la décolonisation par la justice transitionnelle, c'est pas tellement d'utiliser la justice transitionnelle, c'est d'adapter la justice transitionnelle et de se poser au fond les bonnes questions. De voir jusqu'où il faut aller dans l'adaptation de la justice transitionnelle pour pouvoir répondre aux véritables questions posées par le mécanisme de colonialisme et donc de décolonisation. Et évidemment, toutes les formes de colonialisation n'ont pas été les mêmes, entre la colonisation de peuplement, la colonisation de cadres. Si on regarde par exemple la colonisation française, elle ne s'exerce pas du tout de la même manière en Guyane qu'en Nouvelle-Calédonie ou qu'en Afrique. Et il faut en tenir compte. Et il faut en tenir compte parce que ça produit des situations qui sont différentes. Donc, des interrogations sur le contenu du concept de justice transitionnelle par rapport à la décolonisation. Donc des interrogations sur la forme de la justice transitionnelle, sur le contenu de la justice transitionnelle, mais aussi, et c'est le troisième point que je voudrais rapidement aborder, la décolonisation par la justice transitionnelle suppose des interrogations, des questions stratégiques. Stratégique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, non seulement on va se poser la question d'adapter la justice transitionnelle à l'idée de décolonisation, mais on va tenter d'adapter la justice transitionnelle au processus de décolonisation, l'intégrer comme un élément du processus de décolonisation. Et donc un élément parmi d'autres, parce qu'on ne va pas que
utiliser la justice transitionnelle. C'est un élément parmi d'autres, un élément qui va jouer un rôle particulier et qui va renforcer une dynamique globale de décolonisation. Fabrice Ourquebille disait tout à l'heure qu'il faut une transition pour la justice transitionnelle, et c'est fondamental. La justice transitionnelle, elle accompagne une transition, et pour paraphraser un de nos maîtres communs, c'est pas la justice transitionnelle qui fait la transition, mais la transition qui fait la justice transitionnelle. C'est parce qu'il y en a un changement qu'on peut utiliser cette forme de justice. Donc, c'est parce qu'il y a une décolonisation qu'on va pouvoir utiliser cette forme de justice. Mais quel rôle va-t-on vouloir lui faire jouer dans la décolonisation? Quelle stratégie la justice transitionnelle va-t-elle mobiliser sur la décolonisation? Et là, alors évidemment, il n'y a pas de réponse absolue à cette question, mais il y a peut-être trois questions qu'il faut se poser, trois questions qu'il va falloir se poser sur la dimension stratégique de la justice transitionnelle. Donc trois questions qu'il va falloir se poser par rapport à la question de la justice transitionnelle. La première question, c'est le cadre stratégique de déploiement de la justice transitionnelle. Au fond, quelle est la situation, quel est le rapport de force, et comment la justice transitionnelle doit-elle s'adapter à ce rapport de force? Alors quand je parle de rapport de force, de cadre, de contexte, ça peut vouloir dire un certain nombre de choses. Ça peut d'abord vouloir dire se poser la question de savoir quel est le rapport de force sociologique entre les colonisateurs et les colonisés. C'est-à-dire, au fond, l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui, la société dans laquelle on se trouve aujourd'hui, elle est composée par qui? Est-ce qu'elle est composée de manière ultra majoritaire par des populations qui ont été colonisées et les anciens colonisateurs sont une minorité? C'est une première possibilité. Autre possibilité totalement inverse, la société actuelle est une société dominée par les colonisateurs, numériquement s'entend, et il n'y a plus beaucoup de colonisés. Et puis il peut y avoir une situation intermédiaire, où les colonisateurs et les colonisés sont grosso modo à peu près de la même importance stratégique, de l'importance numérique. Et ça, c'est pas inintéressant, c'est pas sans intérêt, parce que ça conduit des stratégies de décolonisation différentes. Quand les colonisés sont majoritaires, et ça peut être l'exemple, par exemple, je sais pas moi, en France, de la Polynésie, de Mayotte, quand les autochtones sont majoritaires sur leur terre, au fond, ils n'ont pas tant besoin de revendiquer des droits d'autochtones, mais des droits politiques leur permettant d'accéder à la souveraineté de l'État. Au fond, la décolonisation passe par le contrôle des institutions et par éventuellement l'affirmation de l'indépendance ou de l'autonomie. Si on est dans une situation inverse, une minorité, la minorité ne pourra pas avoir accès à l'indépendance. 5% d'une population ne peut pas revendiquer l'indépendance d'un territoire où 90%, 95% de la population ne la veut pas. Et puis, autre aussi, et c'est par exemple le cas de la Guyane. J'ai parlé tout à l'heure des peuples amérindiens de Guyane, alors la situation elle est un peu plus compliquée, mais les peuples amérindiens. Et on voit bien que ici, et puis je ne veux pas évoquer ici parce que c'est pas la peine, parce que vous connaissez bien la situation, d'un pays dans lequel il y a deux communautés d'importance numérique à peu près égale, et ce qui pose des problèmes, et notamment des problèmes de définition du corps électoral. Ça soulève, parce que si on regarde bien les choses, généralement ça débouche cette situation sur deux types de décolonisation, deux types de mécanismes de décolonisation. Soit une décolonisation par l'accès au contrôle des institutions. On domine les institutions et les institutions prennent de plus en plus d'importance et de pouvoir par rapport à l'État colonisateur. Soit on va tenter, dans la société colonisée, d'avoir un droit spécifique. Et on va tenter, par exemple, d'avoir l'application des droits autochtones, tels qu'ils sont développés par le droit international, que ce soit la Convention 169 de l'OIT, ou que ce soit la Déclaration de 2007 des Nations Unies. Puisqu'on est une minorité et que pour l'instant il n'y a pas moyen de sortir du statut de minorité, reconnaissons à la minorité du fait de son autochtonie des droits spécifiques. Et puis évidemment, il reste une troisième situation dans laquelle on est à mi-chemin entre les deux. Des autochtones qui ne sont pas complètement majoritaires, mais qui sont très loin d'être une minorité. Et là, il va falloir trouver peut-être une, deux stratégies, ou un mélange de stratégies. Et évidemment,
de ces mécanismes stratégiques va découler un intérêt spécifique de la justice transitionnelle. On peut avoir besoin de la justice transitionnelle dans tous les cas, mais évidemment, selon les contextes, on ne va pas lui faire faire la même chose. Et puis, il y a certains contextes qui sont très compliqués. Par exemple, si on regarde la situation guyanaise, c'est un peu la juxtaposition des deux stratégies, puisqu'il y a grosso modo dans la société guyanaise aujourd'hui 3 groupes de population parfaitement inégaux. Pour faire simple, les métropolitains, qui sont pas très nombreux, mais qui ont beaucoup de pouvoir, les Amérindiens, qui sont les peuples premiers de Guyane, mais qui sont ni très nombreux et qui ont pratiquement aucun pouvoir, et puis les créoles, puis les Bushinengue, la communauté créole, née des esclavages, mais qui a aujourd'hui un pouvoir particulier qui est majoritaire. Donc on voit bien que cette interdépendance entre les communautés, elle soulève de difficultés particulières. Donc ça c'est la première difficulté. Pour définir le rôle de la justice transitionnelle, encore faut-il définir la stratégie spécifique de décolonisation. Deuxième difficulté, c'est quel rôle veut-on faire jouer à la justice transitionnelle en période de décolonisation? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on voudrait que ça fasse, la justice transitionnelle? Alors, si on regarde, là encore, ce qui se passe ailleurs, on s'aperçoit que la justice transitionnelle, elle est omniprésente dans les stratégies de décolonisation, mais on ne lui fait jamais jouer le même rôle. On a au fond 3 possibilités. Quand je dis 3 possibilités, c'est 3 modèles, et puis évidemment, il y a toute une série de situations intermédiaires. Premier modèle, on va utiliser la justice transitionnelle, la commission vérité, comme une espèce d'avant-garde de la décolonisation. Avant-garde de la décolonisation, c'est-à-dire qu'on est dans une société soit généralement pas officiellement coloniale, mais qui est encore très marquée par le colonialisme. Il y a beaucoup de difficultés à obtenir des réformes, mais on se dit la commission vérité peut être un moyen de faire comprendre les mécanismes de colonialité. Peut-être un moyen de montrer ce que la colonisation a été. Ce qu'elle produit, ce qu'elle produit encore, ce qu'elle a produit, ce qu'elle produit encore. Et c'est important pour les colonisateurs, j'allais dire pour les Blancs, mais les Blancs sont très souvent des colonisateurs, en tout cas les colonisateurs sont très souvent blancs. Mais c'est aussi important pour ceux qui ont subi la colonisation. Parce qu'on évoque très fréquemment ce qu'on va appeler une colonisation interne, une colonisation psychologique, c'est-à-dire des gens qui ont été colonisés et qui ont intégré la légitimité de la colonisation. Ces gens à qui on a fait honte de ce qu'ils étaient. Et donc, première idée, la justice transitionnelle peut être un détonateur, mais bon, un détonateur c'est un mot un peu fort, et puis après n'importe où en français, déjà vous allez me prendre pour un type un peu agressif. Mais un élément, un déclencheur, ou un élément qui permet de commencer à conscientiser. Deuxième possibilité, la justice transitionnelle, peut intervenir complètement à la fin du processus. Elle peut être une conséquence de la décolonisation. Parce qu'on a décolonisé, on organise en plus un mécanisme de justice transitionnelle. Après que les choses aient été faites. C'est un peu le cas du Groenland. Le Groenland a mis en place une commission vérité après avoir obtenu un certain nombre de mesures lui permettant de se séparer de son état de tutelle. La justice transitionnelle ne participe pas à la décolonisation, elle est de la conséquence. Et puis, troisième situation, la justice transitionnelle est au milieu de la décolonisation. Elle est un instrument, parmi d'autres, de décolonisation. Je dirais que c'est un peu le système de l'Afrique du Sud. Si on regarde la temporalité, les séquences de travail, en Afrique du Sud, en même temps, on adopte une nouvelle constitution, on adopte une nouvelle démocratie, on va mettre en application une constitution en 1996, mais en même temps, et avant que la constitution fonctionne, on met aussi en place la commission vérité et réconciliation comme instrument de décolonisation sociale, à côté d'un instrument de décolonisation légale ou de décolonisation économique. Ça devient un instrument de décolonisation. Donc 3 situations au fond. Et évidemment, je parle de situations simples. Avant, pendant, après. Et ces 3 situations, avant, pendant, après, c'est pas qu'un problème de chronologie. C'est aussi un problème, comment dirais-je, c'est aussi un problème d'objectifs à donner à la justice transitionnelle. Parce que
si vous mettez la justice transitionnelle avant la décolonisation ou pendant la décolonisation, vous allez faire une justice transitionnelle de décolonisation, c'est-à-dire de déconstruction du colonialisme. Ça veut dire que vous allez clairement dire, le but de la justice transitionnelle, c'est d'étudier les crimes de l'État colonial. Le principal problème, c'est de, entre guillemets, juger de l'État colonial, alors pas comme un tribunal, mais montrer ses responsabilités, montrer ses fautes, montrer ses crimes. C'est une justice transitionnelle finalement assez binaire. Les colonisateurs, les colonisés, les colonisateurs ont commis des crimes, les colonisés demandent aux colonisateurs de faire la vérité sur les crimes qu'ils ont. C'est une justice qui participe de la transformation, de la réparation, pas tellement de la réconciliation. Pas tellement de la réconciliation. C'est une justice traditionnelle d'accusation, en quelque sorte. Alors ça, c'est ce qu'on fait avant ou pendant. Par contre, si on fait la justice transitionnelle après, ben on va faire une justice transitionnelle un peu différente. Une justice transitionnelle, non plus d'accusation, mais de rassemblement, de reconstruction. Le but n'est pas de démontrer les crimes de l'État colonial. Le but est de participer à la reconstruction d'une société post-coloniale. Le but, c'est de reconstruire une société, c'est-à-dire de permettre à tous ceux qui vont vivre après la décolonisation de pouvoir vivre ensemble. Et là, on va beaucoup plus insister sur l'idée de la réconciliation, du pardon. C'est l'archétype de la justice tel que l'a décrit le président Macron dans son discours. Le discours de Macron, il repose sur deux idées. Le processus de Matignon est terminé, le troisième référendum est fait, maintenant il faut vivre ensemble. L'indépendance est terminée, c'est bien le président de la République qui parle, pas moi. Et puisque c'est comme ça, ce fait étant acquis et posé dans le discours, voyons comment on peut vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, on va faire un comité vérité, histoire, etc. C'est une autre conception. Alors, après, je ne suis pas là pour vous dire c'est la bonne, c'est pas la bonne. Mais c'est pas la même que de venir dire l'État colonial a commis des fautes, il doit les avouer, il doit les reconnaître. Alors évidemment, vous allez me dire, est-ce qu'on peut pas faire les deux en même temps? Est-ce qu'on peut pas faire l'un et l'autre? On peut essayer, mais c'est plus compliqué. Donc vous voyez, l'idée de savoir ce qu'on veut faire à la justice transitionnelle, l'objectif de la justice transitionnelle dans la décolonisation, c'est une question importante. Et puis dernière question que je voudrais soulever, toujours dans ces aspects stratégiques, pour ne pas trop dépasser les 30 minutes qui m'avaient été allouées, mais sinon vous auriez été déçus, c'est la question des acteurs. Quels acteurs sont mobilisés en période de décolonisation pour la justice transitionnelle? Et là, ça suppose, ça paraît simple a priori, hein. Les acteurs, c'est les colonisateurs et les colonisés. Ouais, mais c'est pas simple. C'est pas si simple, pourquoi? D'abord parce que, qu'est-ce que c'est les colonisés? Comment peut-on définir les éléments colonisés dans une population? Est-ce que le terme colonisé renvoie nécessairement et exclusivement au terme d'autochtone? Est-ce que les peuples autochtones sont les seuls à avoir été colonisés? Sont les principaux colonisés? Ou est-ce que le colonialisme n'a-t-il pas fabriqué à côté de ces colonisés premiers, pour reprendre l'expression de peuple premier, des colonisés secondaires? Là aussi, c'est dans le discours du président Macron, quand il parle de la souffrance. Il dit la souffrance kanak n'est pas la seule, n'épuise pas la souffrance de la Nouvelle-Calédonie, il y a la souffrance des Bagnards, il y a la souffrance des Maghrébins, etc., etc. Donc la question, c'est de savoir qui c'est qu'on met autour de la table. Est-ce qu'on met les autochtones, considérant que la décolonisation vers les autochtones est la décolonisation principale, ou est-ce qu'on met tous les décolonisés? Et d'ailleurs, même la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on met les colonisateurs? Est-ce qu'on a besoin nécessairement dans une commission vérité de mettre en place, de mettre les colonisateurs à la table? Donc pour dire les choses clairement, ça donne d'être l'État. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais si c'est le but, c'est de rassembler, de réconcilier une société post-coloniale, il est surtout important que ce soit ceux qui vont désormais vivre en Nouvelle-Calédonie ensemble qui doivent y être. Si le but de la commission c'est d'accuser les colonisateurs, il est essentiel qu'ils soient à la table.
Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose pour laquelle il faut faire très attention. Enfin, à mon avis, il y a un élément très important. Soit on met en place un mécanisme de justice transitionnelle, de décolonisation active, si j'ose dire, de décolonisation, je dirais presque un peu offensive. Décolonisation par l'accusation, par la démonstration des crimes. Et là, l'État doit y être. Et c'est un processus assez binaire, colonisateur-colonisé. Soit on met en place un processus de justice transitionnelle, au fond, post-colonial, de réconciliation de tous les colonisés et de toutes les victimes de l'histoire, pour reprendre l'expression de Jean-Marie Tjibaou. Et là, on a besoin d'ouvrir beaucoup plus. Et on ne va pas discuter des mêmes choses. Alors, évidemment, on pourrait se poser la question de savoir c'est quoi le mieux. Alors évidemment, le mieux, ça serait de faire les deux. Mais il faut faire attention, en tout cas, les faire ensemble, c'est compliqué, mettre les mêmes choses, deux choses différentes dans une commission vérité, c'est pas simple. Peut-être ça voudrait dire deux commissions vérité en une, j'en sais rien. Hein. Mais il faut faire attention, parce que si on simplifie beaucoup trop, si on dit c'est un rapport, les Kanaks, l'État français, on risque aujourd'hui d'avoir un mécanisme un peu artificiel. Les problèmes de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas exclusivement les problèmes qui régissent la relation entre les Kanaks et l'État français. Il y a des communautés qui vont se sentir étrangères à la justice nationale, voire exclues, et qui ne vont pas nécessairement y adhérer. Si en même temps, de l'autre côté, on fait rentrer tout le monde dans la justice conditionnelle, un peu ce que recommande le président Macron dans son chemin du pardon, on prend le risque de diluer. De dire que toutes les souffrances sont importantes, il n'y a pas une souffrance plus importante que l'autre, et puis voilà, on a tous souffert. C'est quand même un peu facile. Donc il faut trouver un point d'équilibre. Mais en tout cas, moi je n'ai pas évidemment de solution à donner, c'est simplement que c'est des questions qui doivent être traitées. Donc, pour dire les choses, la décolonisation et la justice transitionnelle, elle passe par une espèce de recherche très importante de ce qu'on veut en faire. Et tout à l'heure, j'ai cité le Groenland. Le Groenland, c'est la seule commission vérité, c'est la seule commission réconciliation qui s'est mise en place, qui n'utilise pas le terme de vérité, dans lequel les colonisateurs ne sont pas présents. Alors, ils ne sont pas présents parce qu'ils n'ont pas voulu y être. Mais finalement, les gens du Groenland ont décidé de faire la commission quand même, et le but de cette commission, c'est de réconcilier les Groenlandais avec eux-mêmes, avec leur histoire, avec leur jeunesse, avec leur environnement, donc avec leur tradition. Donc c'est pas non plus inutile, ce genre de mécanisme. Donc voilà, moi, ce que je pouvais essayer de vous dire globalement sur la justice transitionnelle et la décolonisation, c'est évidemment comment dirais-je, c'est évidemment un processus beaucoup plus large et beaucoup plus complexe que les quelques remarques que j'ai fait, et simplement, peut-être simplement vous dire, et je reconclurai par les mêmes remarques que celles de Fabrice Ourqueby, c'est-à-dire que la justice transitionnelle, c'est un instrument qui peut être très intéressant à deux conditions. Le premier, c'est d'abord de ne pas imaginer que c'est une formule magique qui va tout régler, hein, parce qu'après tout, la justice transitionnelle n'est pas nécessairement une science exacte, c'est pas nécessairement un élément qui fonctionne à tous les coups. Et en tout cas, la justice transitionnelle, c'est aussi ce que vous en ferez. C'est un instrument qui est adaptable aux personnes qui vont l'utiliser, et c'est pour ça que votre atelier d'aujourd'hui est un atelier d'un extrême intérêt, parce que je ne sais pas ce que sera la justice transitionnelle en Kanaki ou en Nouvelle-Calédonie. Je sais simplement que si elle n'explore pas et si elle ne s'appuie pas sur les traditions, et notamment les traditions du peuple kanak, elle n'existera pas. Merci de votre attention. Merci Jean-Pierre Macias pour cette conférence sur la décolonisation en lien avec la justice transitionnelle. Il a donné des pistes, des hypothèses, des expériences. Ça montre que le sujet il est intéressant et important et qu'il mérite d'être approfondi. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ils sont ici et vous aussi. Et donc maintenant c'est l'espace où on pourra discuter, dialoguer, bien sûr pas toute la matinée mais pour un petit temps, et après on va faire une petite pause et ensuite on va reprendre avec Richard Ouamilien. Donc là le micro il est ouvert, si vous avez des questions ou des observations, donc n'hésitez pas à les poser, à les dire, c'est l'objet, c'est l'espace pour, voilà, merci.
première question, la première observation, c'est toujours la plus difficile. On va recommencer à parler, hein, donc, pas vous échapper comme ça. Madame? Concernant les commissions, vous nous avez parlé du réaménagement du programme scolaire. J'aimerais avoir plus de renseignements sur ça. On va peut-être prendre 2 ou 3 questions et puis comme ça on est Moi, j'ai une question. Déjà, merci pour l'intervention, les interventions, pardon. Et j'aurais une question par rapport à la sincérité des acteurs. Donc, comment on garantit, est-ce qu'on a des moyens pour garantir la sincérité de l'État, qui reste quand même le premier garant du droit? Donc, comment, quand on met en place une commission de vérité, on garantit la sincérité de la puissance coloniale? Bonjour, je me présente, je suis Paul, je suis historien. Alors si j'ai bien compris, la justice pénale, elle va s'attaquer aux coupables, alors que la justice transitionnelle, elle va s'attaquer à la victime. Ma question est, est-ce que le coupable, je veux dire celui qui a colonisé, est-ce qu'il y a des cas où c'est le coupable qui fait un travail? Parce que là, nous, on est le peuple kanak, on est le peuple colonisé, et on nous demande encore à nous-mêmes de faire un travail sur les exactions qu'on a subies, etc. Et est-ce qu'il y a des cas où c'est celui qui a fait des violences, qui a fait des exactions, qui s'interroge lui-même sur ce qu'il a fait? Merci. Ça fait réagir. Beaucoup de questions dans l'Assemblée. Je vais filmer le live sur toute la partie de la conférence et l'espace débat. Bonjour, je voudrais peut-être demander aussi une question sur une définition des colonisés là. Mais j'ai pas entendu sur ceux qui sont là, qui ont amené la politique de colonisation par peuplement. Donc je voudrais comment vous les rangez vous? Parce que les autres ils sont venus. Mais il y a eu par exemple la circulaire Mesmer de 72, il spécifiait de rendre minoritaire le peuple autochtone kanak chez lui. Merci. D'autres questions? Bon, peut-être faire un premier tour de réponse, et après on vous redonne la parole. Alors, peut-être deux, trois compléments, et puis après on aura l'occasion d'en rediscuter, mais c'est juste pour peut-être approfondir sur les 2-3 premières questions. Le réaménagement des programmes scolaires, je crois madame, vous posiez la question. En fait, on a vu dans plusieurs expériences de justice transitionnelle des recommandations formulées par les commissions vérité et réconciliation qui consistaient à dire qu'au titre des mesures de réparation et des garanties de non-répétition, il était important que désormais les programmes scolaires, et notamment les programmes d'histoire, prennent mieux en compte le passé historique. Parfois il était complètement occulté, hein, on a des exemples d'occultation totale, et donc les conséquences du processus, c'est de dédier des chapitres spécifiques des programmes scolaires à la connaissance du passé, aux conséquences du passé oppresseur, aux conséquences en termes de violence. C'est aussi la possibilité de mieux former les instituteurs, les enseignants sur ces questions-là, de façon à transmettre entre les générations. Et puis ça participe aussi plus largement, le réaménagement des programmes scolaires, des réparations au titre en réalité mémoriel. C'est-à-dire que si vous repensez le programme scolaire en termes d'enseignement de l'histoire, en termes d'enseignement sur le passé colonial, en termes de meilleure connaissance pour les élèves des conséquences de la colonisation, c'est aussi à relier par exemple avec une mesure de réparation qui serait un jour de mémoire, un jour dédié à la célébration d'un événement historique, un jour dédié à des excuses publiques. Vous voyez, c'est en lien tout ça. Et ça, l'objectif, c'est de permettre une meilleure appropriation des générations futures du passé oppresseur.
c'est des recommandations, alors je ne dis pas classiques, mais assez récurrentes en fait, que l'on trouve à l'issue des travaux des commissions vérité et réconciliation. Et sont vraiment des recommandations qui ont un impact social et sociétal extrêmement fort, évidemment, parce que du coup, vous changez le point de vue, vous changez le regard que vous allez donner aux enfants, aux collégiens, aux lycéens sur leur histoire, et ce sont eux ensuite les passeurs de l'histoire en réalité. Donc ça fait partie de cette dimension très globale, très holistique, si vous voulez, des réparations. Sur la sincérité, il faudrait faire une conférence, même un séminaire intégral sur la sincérité en réalité, parce qu'effectivement, la sincérité du processus est fondamentale, mais comment mesurer la sincérité en fait? Comment mesurer la sincérité des acteurs? Parce que la sincérité, c'est un ressenti, c'est un sentiment. Or, il faut essayer de garantir la sincérité. Alors vous dites, la sincérité de l'État, oui, moi je dirais, mais la sincérité de tous les acteurs qui prennent part au processus. Très concrètement, et c'est relié à la troisième question que vous avez posée, l'État est de plus en plus à l'origine de demandes de processus de justice transitionnelle. Ce qui fait que, je le disais par ailleurs, l'État se trouve dans une situation parfois un peu schizophrénique au regard de la justice transitionnelle. C'est-à-dire qu'il est à l'origine de la demande, et il sait très bien qu'en étant à l'origine de la demande, il va y avoir des conclusions et des recommandations qui vont le stigmatiser, qui vont le viser, qui vont viser ses forces de sécurité, son armée, ses dysfonctionnements institutionnels, qui vont avoir pour conséquence de dire, ben voilà, vous, État et représentants de l'État, vous êtes auteurs de la répression, vous êtes auteurs de la violation des droits de l'homme. Donc, on a un État qui est à l'origine, c'est de plus en plus le cas, et en même temps un État qui doit intérioriser les conclusions qui sont faites. Alors du coup, la sincérité, elle se mesure comment? Moi, j'aurais tendance à dire qu'elle se mesure d'abord par la nature, alors c'est très pratique et très pragmatique, ce que je vais dire, mais se mesure par la nature des moyens qui sont donnés au processus de justice transitionnelle. Parce que déconnecter un processus de justice transitionnelle de l'État, c'est une vraie question. Est-ce que l'État doit prendre sa part ou est-ce qu'il ne prend pas sa part? Est-ce qu'il est dans le processus ou est-ce qu'il est extérieur du processus? Jean-Pierre disait tout à l'heure, tout est envisageable en réalité. Est-ce que d'abord on privilégie une réconciliation entre communautés avant ensuite d'impliquer l'État? Ou est-ce qu'on met d'emblée l'État à la table des discussions? Bien. Il faut en fait réfléchir ensuite aux moyens que donne l'État. Parce que comme je le disais tout à l'heure, si l'État est à l'origine, le chef d'État là, est à l'origine d'une porte ouverte, donc saisissons-la. Et si derrière il n'y a pas de moyens financiers, il n'y a pas de moyens matériels, il n'y a pas de moyens humains pour mettre en œuvre ce processus, on peut se poser la question de la sincérité. Si ensuite, derrière cela, l'État, qui peut être à l'origine d'un processus, crée une commission ou soutient la création d'une commission vérité en disant, bon très bien, vous allez investiguer sur 150 ans d'histoire, par contre vous avez 2 ans pour le faire. La sincérité, elle n'y est pas, évidemment, parce qu'on sait très bien que l'affaire ne fonctionnera pas. On a l'exemple de la RDC, la commission vérité de RDC, qui avait un mandat extrêmement large, alors sur le texte formidable, dans les faits impossible à mettre en œuvre, si vous voulez. Donc la sincérité, elle va aussi s'évaluer en corrélant la durée du mandat, si on est sur le terrain d'une commission vérité, aux moyens qui lui sont donnés et à l'investigation spatiale, j'allais dire, qui va être la sienne. La sincérité, c'est en lien, je disais, avec la politisation, et c'est par exemple comment on va mettre en œuvre ce processus de justice transitionnelle. Est-ce que, si l'État est impliqué, est-ce que la création, par exemple, d'une commission vérité, c'est une hypothèse générale que j'ai vue par ailleurs, est-ce que la création d'une commission, c'est l'œuvre d'une décision du chef de l'État, qui par acte unilatéral administratif, par décret, va dire, voilà, on crée une commission, ou est-ce que c'est le fruit d'un processus plus délibératif, typiquement un processus parlementaire, création d'une commission par la loi, voire même, on a un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles c'est la Constitution elle-même qui va prévoir les bases du processus de justice transitionnelle. Vous comprenez bien que tout ce qui est donné de manière unilatérale par décret du chef de l'État peut être aussi facilement repris de manière unilatérale par décret d'un chef d'État. En revanche, dès lors que le mécanisme ou le processus repose sur une délibération du Parlement, alors là,
il y a déjà une délibération collective, il y a une œuvre de dialogue. Donc ça sécurise le processus. Et puis ensuite, si ce processus trouve une référence dans la Constitution, alors là, on est dans l'hyper-sécurisation. Donc ce que je veux dire, vous voyez, c'est que la sincérité, elle peut s'apprécier aussi au regard du niveau normatif par lequel le processus va être amorcé. Et ça, c'est un élément. Et puis enfin, et je laisse la parole à Jean-Pierre, enfin, j'ai vu des expériences dans lesquelles il y avait été, par exemple, créé des ministères spécifiques de justice transitionnelle. On a eu le cas, je crois, c'était en Tunisie, notamment, mais pas que. Alors, sur le papier, c'est séduisant. Moi, je me dis, en tant qu'expert qui accompagne un processus, je dis très bien, l'État se sent responsabilisé, il crée un ministère spécifique de justice transitionnelle. Oui. Mais si derrière, c'est pour qu'on ait un ministre de la justice transitionnelle qui tire, j'allais dire, les fils et les ficelles du processus, qui détient la clé budgétaire, qui détient la clé des arbitrages, et que finalement, il n'y a pas d'autonomie du processus, mais qui est plutôt une tutelle sous l'ombre d'un ministère, ça pose un problème de sincérité. J'ai vu des exemples dans lesquels les processus de justice transitionnelle étaient sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur ou du ministère des Droits de l'Homme. Symboliquement, c'est pas la même chose quand même, quand on a un processus qui est sous la tutelle d'un ministère de l'Intérieur ou d'un ministère des Droits de l'Homme. Et là encore, on peut se poser la question, quel est l'intérêt, par exemple, de piloter un processus par un ministère? Soit ça favorise un pilotage effectivement réel, c'est-à-dire une bonne coordination et un bon déroulement du processus, soit au contraire, ça favorise une instrumentalisation et un contrôle de l'État, auquel cas se pose la question de la sincérité. Donc vous voyez, et puis je pourrais décliner à l'envie tous les paramètres, mais il y a tout un tas de paramètres ou d'indicateurs, d'indices en fait, qui permettent de mesurer la sincérité. Et puis le dernier peut-être, c'est une fois, je disais tout à l'heure, qu'une commission vérité rend des conclusions, si derrière l'État ne met pas en place ce qu'on appelle d'institutions de suivi de ces conclusions, de ces recommandations. C'est-à-dire s'il n'y a pas un suivi des préconisations qui ont été faites, le processus n'est pas sincère, parce que, encore une fois, c'est bien beau de rendre des recommandations, mais si elles ne sont pas exécutées, s'il n'y a pas les moyens de les mettre en œuvre, ça ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle, ce qui est la vigilance, elle doit être appelée sur le fait qu'une fois qu'une commission vérité a travaillé, une fois qu'une commission vérité a rendu ses rapports et ses préconisations, il faut que la phase suivante, ce soit la mise en place des institutions de suivi des recommandations. Et ça peut être l'objet de création d'institutions ad hoc spécifiques. On l'a vu au Togo. Le Togo a mis en place un haut commissariat à la réconciliation et à l'unité nationale, qui a succédé à la commission vérité. L'objectif, c'était, je poursuis les travaux, non pas sur le terrain de l'investigation, mais sur le terrain de l'exécution des préconisations de la commission vérité, forme de sincérité. Mais ça peut être aussi, par exemple, vous savez, dans tous nos États, il y a les institutions nationales des droits de l'homme, les commissions nationales des droits de l'homme, ou des autorités en charge des droits de l'homme qui peuvent recevoir mandat du suivi des travaux d'une commission vérité. Et ça aussi, c'est une preuve de sincérité, en tous les cas de bonne volonté. Après, il y a tout un tas d'obstacles dans la mise en œuvre. Voilà quelques éléments à brûle-pourpoint, mais qui mériteraient évidemment d'autres investigations. Merci. Pour rebondir sur ce que vient de dire Fabrice, et je ne dirais pas grand-chose parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, sur l'enseignement de l'histoire, c'est non seulement évidemment très important, mais je dirais que c'est très important en France. En France, l'enseignement de l'histoire est un enseignement extrêmement finalisé politiquement. On a tous entendu parler de nos ancêtres les Gaulois. C'était évidemment absolument faux. Bon, il y a 90% des enfants de la métropole, alors évidemment pour tous les enfants de l'outre-mer. Donc c'est l'idée de raconter simplement que les ancêtres des Kanaks n'étaient pas gaulois. Désolé, vous ne descendez pas d'Astérix. Voilà, c'est simplement de permettre aux victimes de raconter aussi leur histoire. Ça, je crois que c'est important. Et de ce point de vue-là, c'est un très important levier de changement de la société. Parce que ça permet une intériorisation, l'appropriation des résultats de la commission. Et c'est vrai, par exemple, qu'on regarde la société canadienne aujourd'hui, l'enseignement dans la société canadienne a été très très largement marqué par les conclusions des commissions vérité autochtones. D'ailleurs, ça veut dire raconter l'histoire des autochtones, mais ça veut dire aussi faire que les autochtones deviennent des enseignants et puissent enseigner de manière plus massive.
Sur la justice pénale, par rapport à la justice transitionnelle, alors c'est pas tout à fait ce que j'ai voulu dire. Je veux dire, c'est pas, on s'occupe pas des coupables et des victimes. Enfin, la dichotomie elle est intéressante. Je dirais que la justice pénale s'occupe des coupables identifiés. La justice transitionnelle s'occupe des coupables systémiques, de la responsabilité du système. Alors, ça n'empêche pas de mélanger les deux. Il y a des chefs d'État qui méritent particulièrement d'être, enfin qui pourraient mériter, je ne parle pas tellement ici, mais il y a des chefs d'État qui pourraient mériter d'être jugés individuellement et par le système qu'ils ont mis en place. Mais en tout cas, c'est ça, pour moi, la grande différence de la justice transitionnelle. Et donc, évidemment, un système, on ne peut pas le condamner. Condamner un système n'a pas grand sens. On ne va pas condamner un chapitre de l'histoire de France à des années de prison, par exemple. Donc voilà, c'est ça la différence. Sur à la fois la sincérité des acteurs, alors, non, peut-être d'abord répondre sur la question des qu'est-ce que c'est que les colonisés. Alors, il y a des colonisés qui sont purement colonisés, qui sont strictement colonisés, c'est généralement les peuples autochtones, c'est les gens qui ont été là quand les colonisateurs sont arrivés. Ça soulève pas de difficultés particulières. Il y a des colonisateurs qui sont très clairement identifiés, c'est ceux qui ont décidé de la colonisation, c'est l'État colonisateur. Et puis il va y avoir au milieu, et vous avez tout à fait raison de l'évoquer, et notamment dans le cadre de ce qu'on va appeler la colonie de peuplement, c'est-à-dire le fait qu'on va transporter sur le territoire de la colonie un très grand nombre de ressortissants de l'État métropolitain, il va y avoir des situations un peu intermédiaires. C'est-à-dire des gens qui sont à la fois colonisateurs et en quelque sorte instruments inconscients et victimaires du colonialisme. Si je prends par exemple les bagnards, les gens qu'on va déporter ici, est-ce que c'est des victimes, est-ce que c'est des bourreaux? Un peu les deux. Si on prend les gens qui sont les créoles, par exemple, je prenais les créoles en Guyane, on ne peut pas dire que c'est des colonisateurs, ils sont des descendants d'esclaves. Sauf qu'aujourd'hui, en tant que communauté majoritaire, en disant mais il n'y a pas de peuple créole, il n'y a qu'un peuple guyanais. Il n'y a pas de peuple amérindien, il n'y a qu'un peuple français. Parce que c'est une démarche un peu de majoritaire. Donc il y a toute une partie, comment dirais-je, intermédiaire de gens qui ont été des acteurs de la colonisation, pas toujours conscients, pas toujours volontaires, pas toujours avec le moyen de choisir, et qui sont un peu, et qui ont fait société aussi, qui existent aujourd'hui. Si on prend par exemple la communauté asiatique aux États-Unis, les Asiatiques qui participent de la colonisation amérindienne parce que c'est eux qui construisent le train, c'est eux qui vont permettre l'accès pour les Blancs au territoire de l'Ouest américain, mais en même temps ils sont esclaves. Ils sont traités comme des esclaves par les grandes sociétés. Donc c'est pour dire qu'il y a une situation. En revanche, ce que vous évoquiez qui est extrêmement important, c'est la volonté de l'État de minoriser le peuple autochtone, parce que ça c'est une manière d'utiliser la démocratie à des voies antidémocratiques. D'utiliser le rapport de force, on va dire arithmétique, on a un système de domination d'une majorité artificiellement constituée vis-à-vis d'une minorité légitime. Ça c'est un mécanisme strictement colonial, et ça c'est un mécanisme extrêmement dangereux. Même si individuellement les gens qu'on fait venir, ils ne sont pas ni conscients ni toujours spontanément adhérents à cette politique. Ce qui renvoie au fond à la sincérité du processus, qui est vraiment une question très importante. Moi je suis tout à fait d'accord avec Fabrice sur l'idée qu'il n'y a pas de règles qui garantissent la sincérité du processus, et surtout il n'y a pas de règles qui garantissent la sincérité de l'État. Parce que même quand on parle de l'hypothèse que vous évoquiez, un État qui volontairement déclenche lui-même une propre réflexion sur le colonialisme, et on a des situations où ça s'est passé, il n'y a pas de garantie de son honnêteté. Donc moi je pense que ce qu'il faut, il faut, si vous voulez, soulever le problème autour de 3 points. 1, est-ce que l'État va respecter la justice transitionnelle, les décisions prises? Ce que disait Fabrice. Un État qui met en place un processus et qui ne respecte pas le processus, il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère. Ça c'est une certitude. Deuxièmement, sur le déclenchement du processus. Est-ce que c'est l'État seul qui va le décider? C'est jamais l'État seul qui décide. L'État, il décide sous la pression de la société. Même si c'est lui formellement qui prend la décision de créer une commission vérité, il ne le fait pas spontanément. Il y a très peu d'exemples d'États qui spontanément mettent en place une commission vérité pour un problème qui est désagréable pour lui et que personne ne lui demandait de régler. Il y a toujours une pression.
Et aujourd'hui, quand on regarde la justice transitionnelle, on s'aperçoit que la société civile, elle est de plus en plus importante dans les processus de justice transitionnelle. Elle peut faire pression sur l'État. Et ensuite, l'autre chose, c'est que pendant que la justice traditionnelle se met en place, se déroule, la garantie de la sincérité, c'est d'abord la garantie de l'institution qui va rendre la justice traditionnelle. C'est pas parce que l'État l'a créée que l'État doit la contrôler. Les gens qui sont dans cette commission doivent être choisis aussi pour leur indépendance. Les grandes commissions vérité, généralement, elles sont dirigées par des grands présidents qui ont été capables d'incarner cette indépendance-là. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, c'est l'État qui a créé les commissions vérité, qui a organisé les commissions vérité. Aujourd'hui, peut-être, on pourrait réfléchir, notamment dans la République française, à un système un peu différent d'État qui peut piloter un processus, mais qui n'est pas le seul à accomplir. On pourrait mettre en place, par exemple, un mécanisme de consortium d'organisation, l'État, les collectivités territoriales, les autorités coutumières, peut-être certaines organisations de la société civile, qui co-gèrent le processus. Ça, c'est un mécanisme qu'on n'a pas nécessairement encore beaucoup évoqué, mais qui peut exister. Et qui serait certainement un bon moyen, parce qu'on a besoin de l'État, surtout dans un État, si je dis la France, où l'État est extrêmement important, mais on n'a pas besoin que l'État y soit tout seul. Et après tout, le meilleur moyen de vérifier la sincérité d'un acteur, c'est de lui faire une confiance limitée et de mettre en place des mécanismes de contrôle, des mécanismes d'autocontrôle. Et Fabrice disait avec raison, il faut que tout le monde soit sincère. Ben, pour que tout le monde soit sincère, ça veut dire que tous les gens qui sont intéressés au processus puissent y participer sous le contrôle des autres. Et ça, je crois que c'est intéressant de ce point de vue-là. En tout cas, il y a une vraie réflexion à faire là-dessus. Et c'est pas qu'une réflexion technique, c'est une réflexion politique aussi. Parce que pour que la justice transitionnelle marche, il faut qu'elle soit acceptée par la population. Si la population n'a pas confiance dans l'État, et si vous mettez une organisation qui est purement étatique, ben ça ne marchera pas, les gens ne viendront pas témoigner dans les commissions, et ça ne servira à rien. Donc il faut rendre la commission la plus crédible possible. Et aujourd'hui, la crédibilité, c'est nécessairement de faire un système de gestion partagée de la commission entre l'État et les autres forces de la société, avec des commissaires indépendants, et effectivement avec le contrôle à la fois de l'adéquation du mandat et de la réalisation des résultats. Par exemple, pour vous donner une idée, il a été créé il n'y a pas très longtemps en France, ça pourrait être un modèle pour la Kanaki, la commission qui a été chargée de statuer sur la question des enfants réunionnais qui avaient été, vous savez, déclarés orphelins et déplacés dans le territoire de la Creuse. Il y a toute une série de gamins qui ont été placés comme ça, et il s'est créé une commission vérité, dirigée par un ami, Philippe Vital, qui a fait un super travail, qui a rendu plein de conclusions, et jusqu'à aujourd'hui, l'État n'a pratiquement rien fait de ces conclusions. La seule chose qu'il a fait, c'est payer un billet d'avion aux enfants qui avaient été déplacés pour les ramener à La Réunion, et il y a un mémorial qui a été créé. Mais, je dirais après, si l'État fait ça, c'est à lui d'assumer. C'est à lui d'assumer. Au moins la commission vérité aura mis en évidence des contradictions de l'État. Et je crois que c'est ça la clé. Pour être certain que ça fonctionne, il faut mettre l'État devant ses responsabilités, voire devant ses contradictions. Et après, on verra comment il fonctionne devant ses contradictions. Merci. Merci Jean-Pierre pour les réponses avec Fabrice. Je vous propose, parce qu'on a un timing assez serré, et la journée elle sera longue, puisqu'après à la fin aussi il y aura la restitution au Congrès d'un séminaire qui a eu lieu au Congrès la semaine dernière, à laquelle vous pourrez aussi participer. Donc je vous propose de faire la pause, et puis après ensuite de reprendre. Jean-Pierre et Fabrice ils seront ici, vous pourrez leur poser des questions si vous avez des questions à leur poser, et puis il y aura aussi les ateliers à laquelle ils vont participer. Donc vous avez aujourd'hui et demain pour échanger avec eux. Merci. Voilà, on va vous laisser sur ce petit live. Attention, ça cogite. Précisons, vous avez que 10 minutes pour la pause. 10 minutes de pause. Ouais. Pause. Tu vas bien.